Ravi d'être avec vous. Bienvenue. Bonjour à tous. Je m'appelle Frédéric. Je suis journaliste, animateur. Alors, on est ensemble pendant 3 jours pour ce grand temps fort ici à Lyon. Vous le savez, les journées CESAD et IME ont évolué. On vous propose une nouvelle formule, les journées nationales, école inclusive, école pour tous. Pendant que vous vous installez, j'en profite pour vous délivrer quelques infos techniques, quelques infos pratiques. Ça va être utile à toutes et tous. Alors vous le savez, pendant 3 jours, le programme est très alléchant. On va vous proposer des tables rondes, des rencontres le plus inspirantes possible, évidemment. Et puis aussi des ateliers. Pour mémoire, si vous oubliez vos ateliers, tout est inscrit sur les badges. Ce sont des petits objets très pratiques qui permettront de savoir où vous allez en atelier, comment se connecter à Internet, puisque le réseau Wi-Fi est facilement accessible. JNEI 2023, c'est un réseau facile à trouver sur vos téléphones. D'ailleurs, vous aurez besoin de vos téléphones pour interagir avec nous. On vous proposera de poser des questions à nos intervenants, soit directement au micro, mais comme on est 1400, 1500 pendant 3 jours, ça peut être impressionnant. Donc, soit directement au micro, soit à travers une application qui s'appelle Evals, E-V-A-L-S, evals.fr, qui permet directement de poser des questions à nos invités. Vous verrez, il y a aussi un QR code sur nos différents badges. On m'avait parlé de 1400, 1500 personnes, ça se confirme. Vous êtes déjà très très nombreux ici à Lyon. Je voudrais vous rappeler que cet événement, ça fait 1 an que les équipes des Créailles y travaillent. Donc c'est la Fédération des Créailles qui est à la manœuvre, avec le Créaille Bourgogne-Franche-Comté, le Créaille Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis ces journées nationales ont lieu avec le soutien de différents partenaires. On va les citer parce que sans eux, l'événement n'aurait pas la même dimension. Donc c'est la métropole du Grand Lyon, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et puis aussi Hospimédia. Je précise, vous les avez peut-être déjà rencontrés, il y a différents partenaires qui ont des stands ici à la Cité internationale des congrès de Lyon. N'hésitez pas à aller les rencontrer sur les temps de pause. Il y a toujours un petit café ou un jus de fruits qui vous attendra également sur place. J'en profite pour vous signaler que vraiment on a très envie, on compte sur vous en fait, on a très envie de vous entendre dans les phases d'interaction. C'est vous qui allez peut-être alimenter aussi les échanges à votre manière. Si vous êtes perdu pendant ces 3 jours, il y a les équipes qui sont là. Dans le hall d'accueil, vous les trouverez facilement. Et le livret d'accueil également, le livret des participants vous donnera pas mal d'infos. Voilà, vous savez à peu près tout. C'est l'heure de lancer le coup d'envoi de cette journée en signalant qu'il y a une professionnelle qui est juste à côté de moi qui fait partie du réseau des interprètes du CRILS de Lyon, les interprètes en LSF. Un grand merci à eux. Ils fonctionnent par roulement. Soyez pas surpris, hein, vous allez voir que c'est un boulot, enfin, vous le savez déjà, qui est assez physique. Donc il y a un roulement. Un grand merci à tous les 3 d'être avec nous pour favoriser l'accessibilité de nos échanges. Pour lancer la rencontre, on va faire venir Agnès Marie-Égyptienne sur scène, qui est déjà là, la présidente du Créaille Auvergne-Rhône-Alpes. C'est à vous, Madame la Présidente, pour le coup d'envoi. Je vous laisse le choix des armes. Soit vous parlez au pupitre, soit directement au micro. Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est impressionnant de vous voir si nombreux. Madame la directrice de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Madame Astrid Lesbros-Salquier. Monsieur le directeur de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, Monsieur... Oh, j'ai oublié son nom et j'ai oublié de le noter. C'est Jean-Jacques Poiplé. Jean-Jacques Poiplé, Voilà. merci. Qui est représenté par Madame Marie-Thérèse Bonnotte, que je salue tout particulièrement, collègue de promotion, donc ça me fait plaisir de la voir ici. Monsieur Fuentes, représentant le recteur de Clermont-Ferrand, Madame Charrière, représentant la rectrice de Grenoble, Monsieur le président de la Fédération AN Créaille et président du Créaille Bourgogne-Franche-Comté, cher Jacques Naudin, Monsieur le co-président du Créaille Bourgogne-Franche-Comté, cher Jacques Maître, Mesdames et Messieurs, bienvenue à Lyon. Je suis ravie d'ouvrir ces journées à Lyon, ces journées nationales
de la Fédération AN-CREAI sur l'école inclusive. Comme vous l'avez dit, effectivement, ça fait 1 an que nos équipes Bourgogne-Franche-Comté et celles d'Auvergne-Rhône-Alpes travaillent pour cette journée. Et nous sommes particulièrement heureux de vous voir si nombreux aujourd'hui. Je suis aussi ravie de voir traiter ce sujet de l'école inclusive sur 3 jours, car il me parle tout particulièrement. C'est un sujet que j'ai eu à traiter à différentes reprises dans ma carrière. Et je voudrais évoquer aujourd'hui une de ces expériences, qui est une expérience alors ancienne, pour ceux qui l'ont connue, mais toujours bien vivace, en tout cas dans ma mémoire, qui est celle de l'élaboration du schéma départemental de l'enfance handicapée de ce département du Rhône. Et ce schéma a été élaboré en pleine période de préparation et d'élaboration de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et c'est vrai que c'est dans cette loi que pour la première fois était inscrit le fait que tout enfant et tout enfant en situation de handicap devait être inscrit à l'école de la République. Dès ce moment-là, nous nous interrogions, à l'époque, service de la DAS, qui n'existe plus, donc maintenant c'est l'Agence régionale de santé, et le CREAI, pour imaginer la mission ressources que pourraient remplir les établissements et services médico-sociaux au service des lieux de droit commun, et notamment de l'école. Aujourd'hui, ces journées, elles sont les premières journées nationales de l'école inclusive. En effet, antérieurement, la Fédération organisait des journées IME ou des journées CESAD, mais traiter l'accompagnement des enfants en situation de handicap à partir des structures n'avait plus de sens. Nous devions faire évoluer ces journées en centrant sur le sujet, sur l'objectif, à savoir permettre à tout enfant, quelle que soit la nature de son handicap, d'accéder aux apprentissages nécessaires à son évolution et à son éducation, que soit mobilisé le secteur du médico-social, la protection de l'enfance ou l'école. Et au vu du nombre d'inscrits aujourd'hui, ça a été dit, entre 1400 et 1500, nous pouvons nous réjouir et considérer que cette modification du périmètre répond à vos attentes. Je vous remercie donc d'être si nombreux aujourd'hui. Qui dit école, dit éducation nationale. Alors nous allons évoquer rapidement un sujet qui fâche, et plutôt une déception pour notre fédération. Car l'éducation nationale est absente aujourd'hui au niveau de ces journées. Je ne parle pas des enseignants, dont certains sont ici présents, et je les en remercie. Je ne parle pas des représentants des recteurs, je les ai cités. Je ne parle pas également des inspecteurs, je veux citer Madame Montant-Gérant de Lyon, mais je veux parler du ministère. Car comment parler de l'école sans un de ses acteurs majeurs ? Comment élaborer des projets pertinents, adaptés en leur absence ? Comment porter les évolutions attendues si les responsables hiérarchiques ne sont pas impliqués dans l'analyse de la situation actuelle, puis dans l'élaboration des propositions d'évolution, d'adaptation, pour rendre l'école de la République la plus inclusive possible pour les enfants en situation de handicap et plus globalement pour tous les enfants ayant des besoins particuliers. Mais nos sollicitations et nos relances sont restées sans réponse. Nous le regrettons et nous souhaitions le faire savoir en introduction à ces journées. Pour autant, nous allons ensemble traiter le sujet, échanger, confronter nos idées, s'enrichir des uns des autres sur un sujet qui nous motive tous. Mais nous voulions aussi, en cette journée, être solidaires de nos collègues enseignants. Comment parler de l'école sans parler des événements récents ? Et nous voulons aujourd'hui, très simplement, mais véritablement, rendre hommage au courage de Dominique Bertrand à l'occasion de ces journées. Depuis la loi de 2005, oui, il y a eu des changements. Oui, l'école inclusive a avancé. Les chiffres sont connus. La ministre déléguée chargée des personnes handicapées, Mme Fadila Khattabi, indiquera les chiffres et les orientations du ministère dans la vidéo qui suit mon intervention. La 6e conférence nationale du handicap, qui a eu lieu en avril dernier, a défini une nouvelle feuille de route pour l'école pour tous. Les CREAI, nous accompagnons les acteurs du champ du médico-social et tout particulièrement du handicap dans leur transformation. Les coopérations entre médico-social et école se développent, se diversifient. Les frontières entre les deux secteurs s'abaissent
à l'image des IME qui intègrent l'école ou des unités d'enseignement d'élémentaire autisme. Mais qu'en est-il sur le plan qualitatif ? Ce qui nous intéresse aujourd'hui est de questionner la réalité de cette école inclusive, car au-delà de la bonne volonté des acteurs, le sujet est complexe, car multifactoriel, et il ne suffit pas de déclarer que l'école doit être inclusive pour qu'elle le soit. D'autant plus que certains la contestent, dans son principe comme dans sa mise en œuvre. Alors il est essentiel pour moi de rappeler deux choses en ce propos introductif. D'une, que l'école inclusive est un droit fondamental inscrit dans la loi de 2005, comme dans la Convention internationale des droits des personnes handicapées que la France a ratifiée. Et je veux juste citer le début de l'article 24 qui stipule « Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation, en vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les États parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre tout au long de la vie des possibilités d'éducation. » Alors oui, il est essentiel de rappeler que l'école inclusive est fondamentale. Elle est fondamentale pour une deuxième raison. Elle constitue la première brique, la préfiguration de la société inclusive. Société inclusive où les différences et les besoins particuliers de tout enfant et de toute personne seront pris en compte pour qu'ils soient à égalité avec les autres, comme le stipule la Convention internationale, c'est-à-dire des citoyens à part entière et non pas des citoyens à part. Cette participation, elle commence, elle se construit à l'école. Partant de là, ces journées ont été construites avec la volonté d'identifier les actions qui existaient un peu partout sur les territoires. Nous avons voulu montrer ce qui fonctionnait dans un état d'esprit constructif et volontairement positif, sans nier, bien évidemment, les difficultés et les freins, mais en cherchant, en fin de compte, à les dépasser, à voir comment les lever grâce à l'intelligence collective. Ainsi, notre volonté est de faire se rencontrer en terrain neutre, en référence aux lieux de tiers-lieux que nous assurons en tant que CREAI, les différentes parties prenantes. En premier lieu, bien évidemment, les élèves en situation de handicap et leurs familles, les équipes éducatives, mais également toutes les équipes du médico-social et les équipes de la protection de l'enfance. L'objectif est vraiment de croiser les analyses, les regards des uns et des autres, pour comprendre les marges de manœuvre comme les contraintes, en vue d'avancer ensemble et de co-construire cette école inclusive que nous appelons de nos vœux. Vous aurez aussi, pour alimenter votre réflexion, différents échanges, différents éclairages d'universitaires, d'exemples étrangers, pour mettre en perspective les dimensions plurielles du sujet de l'école inclusive. Ces journées nationales, nous l'avons dit, ont été co-organisées par les deux CREAI, celui de Bourgogne-Franche-Comté et celui d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je veux chaleureusement, devant vous, remercier les deux équipes qui, effectivement, depuis 1 an, préparent ces journées. Je veux aussi remercier les membres du comité de préparation qui sont ici présents. Et le tout sous le pilotage de nos deux directrices, Mathilde Bibouda et Christelle Bidot, qui ont fait en sorte d'œuvrer tous ensemble pour la réussite de ces journées. Je veux également remercier la Fédération CREAI, en la personne de son président Jacques Naudin et de son délégué fédéral Antoine Fraisse, qui ont retenu ce projet il y a maintenant un peu plus d'1 an et ont largement contribué à sa mise en place. Le défi est relevé de recommencer à organiser des manifestations d'une telle ampleur après plusieurs années d'interruption liées au Covid. Je veux remercier également l'ensemble des intervenants, nombreux et d'horizons différents, ainsi que nos grands témoins qui ont accepté de participer à ces journées. Je veux également remercier nos partenaires qui ont contribué au financement de cette journée. Ils ont déjà été cités, mais je veux le refaire devant vous, à savoir les agences régionales de santé, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole de Lyon et Hospimédia. Un grand merci à eux. En conclusion, nous espérons que ces journées répondent à vos attentes et permettent de repartir avec des idées, de l'envie et de la motivation pour faire progresser cette école inclusive.
Vous pouvez compter sur les CREAI et la fédération de l'AN CREAI pour continuer à œuvrer en faveur de l'école inclusive et plus globalement de la société inclusive, parce que ce sont des objectifs que nous nous sommes donnés, nous, CREAI. Et donc, les actes de ces journées, elles seront réalisées sous forme de vidéos. Et l'objectif est vraiment de nous permettre de valoriser auprès des responsables locaux comme nationaux de toutes les expériences réussies, mais aussi, je n'en doute pas, de toutes les propositions qui seront issues de ces journées. Je vous souhaite des journées riches. Je vous remercie de votre attention. Très belle journée sur l'école inclusive. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et vous avez cité les grands témoins qu'on va découvrir dans quelques minutes. On prolonge ces éléments d'ouverture avec une prise de parole enregistrée en vidéo de la ministre déléguée aux personnes handicapées. Donc, Fadila Khattabi nous a envoyé un message pour lancer nos travaux. On regarde ensemble, ça dure 4 minutes 40 et on se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, cher Jacques, bien le bonjour à toutes et tous. Je ne peux pas être parmi vous, mais je tenais à vous féliciter pour l'organisation de cet événement remarquable. Il est essentiel de souligner l'importance de l'école dans la construction d'une société plus inclusive. Vous le savez, c'est une de mes priorités. La Conférence nationale du handicap et les annonces présidentielles ont permis de rappeler avec force que l'accès à l'éducation n'est pas seulement une priorité nationale, mais avant tout un droit fondamental. À ce jour, l'école républicaine a ouvert ses portes à près de 460 000 enfants en situation de handicap. Et nous avons vu l'émergence de 136 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap, devenant ainsi le deuxième métier de l'éducation nationale pour un budget conséquent de 4,4 milliards d'euros en 2024. Ces chiffres témoignent de notre engagement. Oui, l'école doit être le socle commun de chaque enfant, et ce, quelle que soit sa situation. Cependant, si les données récentes nous permettent d'être optimistes, elles ne doivent pas occulter l'impératif d'une transformation plus profonde. Oui, nous sommes conscients des défis qui subsistent et nous sommes pleinement investis pour les relever en nous appuyant sur le cadre défini par la CNH pour concrétiser l'école de tous et pour tous. Cette transformation passe par une synergie accrue entre les compétences du secteur médico-social et les ressources pédagogiques pour mieux épauler les enseignants. Il s'agit bien de les accompagner et non de les remplacer dans l'accueil et le suivi des enfants à besoins spécifiques. Dans cette optique, le décret sur les dispositifs est en cours de finalisation. Il sera dédié à l'accompagnement des parcours scolaires des enfants en situation de handicap. Il tiendra compte des attentes légitimes exprimées lors des consultations de la CNH et des groupes de travail post-conférence pour continuer d'avancer dans la co-construction. Je n'oublie pas non plus le décret coopération école et médico-social tant attendu. Il nécessitera un travail en profondeur qui prendra forcément un certain temps au vu des nouveaux défis lancés par la CNH. Nous devons promouvoir un système axé sur la qualité pour un accompagnement optimal des élèves dans l'enceinte même de l'école. C'est dans cette logique que nous mettrons en place 3000 pôles d'appui à la scolarité, nos fameux PASS, qui viendront progressivement remplacer les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, c'est-à-dire les PIAL actuels. L'objectif de ces nouveaux pôles sera de consolider le rôle de l'école en tant que point d'accès universel pour les enfants en situation de handicap, pour que chaque enfant puisse bénéficier d'un accompagnement adéquat dès son premier contact avec le système éducatif, ou encore de renforcer la capacité de l'éducation nationale à répondre aux besoins des élèves en situation de handicap en améliorant l'accessibilité. Ces pôles favoriseront également le lien entre l'école et les familles pour que leurs besoins soient entendus et pris en compte. Enfin, ils permettront une évaluation plus précise et personnalisée des besoins de chaque enfant en collaboration étroite avec tous les acteurs concernés, y compris les professionnels de l'éducation, du médico-social, les soignants et les familles. La clé de la réussite de l'école inclusive dépendra de la formation à destination des équipes pédagogiques et éducatives. Des acteurs du médico-social doivent y avoir toute leur place. Je m'en remets à la détermination sans faille des centres régionaux d'études, d'action et d'information et de tous les acteurs concernés pour impulser cette réforme d'envergure. Votre présence aujourd'hui est le gage de votre engagement à bâtir l'école de demain, une école accueillante pour chaque enfant
qui façonnera une société où le regard porté sur le handicap sera profondément renouvelé. Ce défi, bien que complexe, porte en lui les germes d'un avenir prometteur pour toutes et tous. En conclusion, et pour ouvrir encore plus notre champ d'action en soutien à la transformation de l'offre médico-sociale, l'IGAS va mener plusieurs missions pour mieux identifier les freins et les leviers nécessaires à ce mouvement. Un regard spécifique sera porté sur les acteurs que vous êtes, en Créaille et Créaille, sur la place que tient votre réseau, mais aussi sur le rôle que vous pouvez jouer. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention et votre engagement. Ensemble, nous pouvons réussir à faire de l'école de la République l'école de toutes et tous. Je vous remercie. Et voilà pour le message de la ministre Fadila Khattabi. Vous avez vu qu'elle a fait allusion à un certain Jacques. On en saura un peu plus dans 15 minutes. On se demande qui c'est. Il y en a deux, donc on a une chance sur deux de trouver le bon tout à l'heure. En préambule de nos travaux, on va donner un coup de projecteur sur une démarche de coopération renforcée en faveur de l'école inclusive. 3 intervenantes pour en parler. On va se laisser un petit quart d'heure pour mettre la lumière sur cette initiative. On va en parler avec Astrid Lesbros-Alquier, qui va venir sur scène, accompagnée de Catherine Gigny et Véronique Montangérand, qui sont toutes les 3... Alors, je vais mettre les sous-titres tout de suite. Madame Lesbros-Alquier est directrice déléguée de l'offre médico-sociale à la direction de l'autonomie de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, ARA pour les intimes. Et puis Catherine Gigny, responsable du pôle direction de l'autonomie à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Et enfin, Véronique Montangérand, qui représente, alors conseillère technique auprès du recteur de l'Académie de Lyon, et qui représente alors 3 académies, on le dira peut-être tout à l'heure, Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon. Vous venez nous parler, voilà, on va pouvoir s'installer, d'une convention qui a été signée, peut-être même re-signée une deuxième fois, ce qui témoigne d'une forme de pérennité. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, mesdames, messieurs. Donc, je vous prie de bien vouloir excuser Cécile Courrèges, notre directrice générale de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai le plaisir, à mon tour, au nom de l'ARS, d'ouvrir ces journées nationales de l'école inclusive, École pour tous. Ces journées sont une opportunité précieuse pour approfondir un sujet fondamental qui concerne et doit concerner l'ensemble des enfants en situation de handicap, pour les accompagner sur tout le temps de leur vie d'élève et garantir la réussite de leur parcours de scolarisation. En ARA, la coopération entre l'éducation nationale et le secteur médico-social n'est pas nouvelle. L'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes s'est engagée depuis 2016 dans un partenariat étroit avec les 3 académies de la région et avec également l'appui du Créaille Auvergne-Rhône-Alpes. Une convention pluriannuelle a formalisé les engagements des 2 institutions représentant donc de l'éducation nationale et de la santé en faveur de l'école inclusive, avec un plan d'action très précis, décliné dans les territoires, dans des conventions à leur tour très opérationnelles. La feuille de route nationale de l'école pour tous, annoncée par le président de la République lors de la conférence nationale du handicap, trouve son écho et son appui dans les conventions régionales. Celle d'Auvergne-Rhône-Alpes est en cours de renouvellement et va vous être présentée dans les prochaines minutes dans ces grands axes. Le bilan de la Convention 2016-2022 présente des progrès importants, marquants, dans plusieurs domaines, même si tout n'est pas parfait, même si des ruptures de parcours existent encore et des difficultés dans l'accès à l'éducation et à la formation des jeunes en situation de handicap sont encore constatées. Toutefois, je souhaite mettre en lumière quelques illustrations exemplaires témoignant de la coopération renforcée entre les secteurs de l'éducation, de la formation et de l'accompagnement médico-social. Citons la progression importante depuis 2017, plus de 35% du nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire. C'est une évolution favorable, constatée France entière, mais également dans notre région. 60 000 enfants aujourd'hui en situation de handicap sont scolarisés, contre 40 000 en 2017. L'ouverture aussi sur le milieu ordinaire des instituts médicaux
médico-éducatif est désormais engagé, avec un retour dans les murs de l'école des temps de scolarisation. 2 exemples qui illustrent ces avancées. En ARA, 100% des ITEP de la région fonctionnent en dispositif intégré, grâce à des orientations par les MDPH en dispositif intégré, qui permettent l'accès à des accompagnements médico-sociaux diversifiés, pour le jour, la nuit, le milieu ordinaire, et des temps scolaires de plus en plus nombreux dans les établissements scolaires de proximité. Deuxième exemple, dans le même ordre d'idées, l'externalisation des unités d'enseignement a fait des progrès remarquables dans notre région, avec plus de la moitié des établissements médico-sociaux engagés dans des conventions d'externalisation auprès des établissements scolaires du milieu ordinaire. Enfin, l'appui du médico-social s'est aussi développé grâce à la création de près de 1600 places de CESAD en 5 ans et de 62 pôles de compétences et de prestations externalisées, les PCPE, qui interviennent en soutien du parcours et en prévention des ruptures, des situations de crise. L'éducation nationale a développé de manière très significative également depuis 2016 les dispositifs ULIS, unités localisées pour l'inclusion scolaire, pour les élèves dans le premier et second degré. Par ailleurs, l'école inclusive s'est renforcée grâce à l'augmentation très importante des accompagnements humains, en particulier les accompagnements d'élèves en situation de handicap, bien sûr corrélés avec l'augmentation du nombre d'élèves en situation de handicap en établissement scolaire. La mise en œuvre des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, prochainement les PASS, a permis une plus grande souplesse dans l'organisation de l'accompagnement humain, ainsi qu'une formation renforcée des AESH. Enfin, je tiens à souligner les progrès également accomplis en matière de formation, avec des plans spécifiques et propres à l'éducation nationale ou au secteur médico-social, mais aussi avec la mise en place de formations croisées, réunissant des représentants du médico-social, de la communauté éducative, enseignants, AESH, des MDPH et des familles. Voici en quelques mots, forcément trop rapide, mais le témoignage d'une région engagée dans la coopération entre les 2 secteurs pour la promotion et un plan d'action en faveur de l'école inclusive. L'enjeu est bien de renforcer encore davantage la coopération, la concertation avec l'ensemble des parties prenantes. En premier lieu, les enfants en situation de handicap, les élèves, les familles, les enseignants, les équipes médico-sociales et de la protection de l'enfance, et aussi les MDPH, les collectivités territoriales et les acteurs de la formation professionnelle. Je remercie tout particulièrement le CREAI de Bourgogne-Franche-Comté, l'ANCREAI, le CREAI Auvergne-Rhône-Alpes pour l'organisation de ces journées, et également tous ceux qui ont pu qui ont pris part à la préparation de ces 3 journées. Je vais passer la parole à Madame Véronique Montangérand et à Madame Catherine Giny. Elles vont vous présenter les axes principaux du nouveau projet de convention 2023-2028 qui est aujourd'hui dans les circuits de signature entre l'ARS et l'Éducation nationale, donc avec nos 3 académies, et également avec la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite des journées fructueuses et riches d'échanges. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les 2 autres intervenantes vont en effet pouvoir explorer les grandes lignes. Je discutais hors micro avec ma voisine en disant pas trop long, pas trop long. On a beaucoup de choses à aborder. Voilà, vous pouvez peut-être prendre un micro l'une ou l'autre. Allez-y. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. On s'y répartit la parole, donc voilà. Bien, avant de présenter à 2 voix avec Catherine Giny la convention partenariale régionale en faveur de l'école inclusive qui symbolise, comme l'a fort bien dit Madame Astrid Lebros-Acquier, le partenariat important qui existe. Oh, excusez-moi, je reprends. Et c'est le coup d'envoi des journées nationales, voilà, c'est normal. Hein. Pas très réussi comme démarrage. Je redémarre. Donc, avant de présenter à 2 voix avec Catherine Giny la convention partenariale qui symbolise effectivement ce partenariat très fort qui existe en Auvergne-Rhône-Alpes entre le secteur médico-social et le secteur de l'éducation nationale, il est important que je vous fasse part du message de Monsieur le recteur de l'Académie de Lyon qui n'a pas pu être présent à l'ouverture et qui m'a demandé de le représenter.
Donc, Monsieur Olivier Dugrip, recteur de l'Académie de Lyon, recteur de la région académique, m'a demandé d'indiquer aux personnes présentes qu'il était très heureux de l'organisation des Journées nationales à Lyon sur la thématique de l'école inclusive, qui est une thématique qui revêt une très grande importance dans la politique académique qu'il conduit, décidément. Il souhaite évidemment remercier le CREAI et l'ensemble des organisateurs du travail réalisé pour concevoir le programme dense et particulièrement riche, et les nombreux participants ici présents pour leur engagement. Il tient évidemment à remercier très vivement et très sincèrement le CREAI Auvergne-Rhône-Alpes pour le financement de l'accès au colloque des personnels de l'éducation nationale ici présents. Personnellement, je tiens aussi à rappeler que que nous étions 4 conseillers techniques à ASH auprès de recteurs, mes 2 collègues de conseillers techniques du recteur de l'Académie de Dijon, mon collègue conseiller technique auprès du recteur, de la rectrice de l'Académie de Besançon et mon collègue conseiller technique à ASH auprès du recteur de Clermont-Ferrand, qui ont participé dès le début à l'organisation de ces journées. Donc nous étions présents quand même, nous avons participé à l'élaboration du programme. Alors maintenant que j'ai remercié au nom de monsieur le recteur de l'Académie de Lyon, recteur de la région académique, eh bien, nous allons avec Catherine Gini à 2 voix présenter ce travail de coopération régionale auquel il convient bien entendu d'associer Madame Charrière Nathalie, conseillère technique à ASH auprès de la rectrice de Grenoble, et mon collègue Éric Fuentes, conseiller technique à ASH auprès du recteur de l'Académie de Clermont, tous 2 présents dans la salle et qui ont bien sûr participé au même titre que nous à la conception de cette convention. Voilà, donc nous pouvons présenter la première diapositive, si vous le voulez bien. Alors, il y a une petite télécommande juste devant vous. Ah pardon, excusez-moi. Oui, ça va être aussi simple. Donc j'imagine que c'est le bouton. Voilà, c'est magique, ça marche. Bien. Alors, un premier temps, une diapositive donc, qui symbolise que nous nous sommes inscrits dans une coopération renforcée qui s'inscrit dans le temps depuis 2016. En effet, en septembre 2016, a été signée la première convention au niveau régional entre les 3 recteurs de la région académique, à savoir le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand, le recteur de l'Académie de Grenoble et le recteur de l'Académie de Lyon, qui ont signé avec la direction générale de l'ARS cette première convention qui a été adossée successivement à 11 fiches actions. Ces 11 fiches d'action ont constitué des feuilles de route qui nous ont donné une ligne de conduite réciproque entre le secteur médico-social et le secteur de l'éducation nationale pour travailler en faveur d'une école inclusive dans le cadre d'un partenariat excessivement vif et réussi. Alors, cette convention avait initialement une durée de 5 ans. Entre-temps, il s'est passé la crise sanitaire que nous connaissons tous, qui a ralenti un petit peu la mise en œuvre des objectifs et la réussite des objectifs que nous nous étions initialement fixés. Et ces 2 dernières années, nous avons d'abord procédé au bilan dont vient de vous faire un résumé Madame Lebros-Acquier, et nous avons élaboré pendant toute l'année dernière la convention qui est aujourd'hui dans les parapheurs en train d'être signée par les 3 recteurs de la région académique, la directrice générale de l'ARS, et s'est rajouté finalement comme signataire le DRAF. Donc nous avons maintenant un 3e partenaire pour cette nouvelle convention qui est mise en œuvre dès maintenant et qui dans un premier temps va effectivement faire l'objet de présentations à nos différents partenaires que sont les associations, les associations gestionnaires des établissements médico-sociaux, les MDPH, les usagers bien entendu. Et cette convention, elle va se mettre en œuvre dès aujourd'hui. Alors effectivement, comme l'a signalé aussi tout à l'heure Madame la Ministre, nous allons mettre en résonance ces nouvelles actions que nous avons identifiées comme devant être prioritaires pour poursuivre cette collaboration en lien avec les mesures annoncées dans le cadre de la Conférence nationale du handicap et les annonces que nous attendons d'ici peu émanant de la délégation interministérielle en charge des troubles du neurodéveloppement. Merci. On prolonge peut-être avec Madame Gini et la télécommande, en effet. Regardez, je vous transfère le micro.
Bien oui, très très rapidement, mais je ne vais pas le préciser sur cette diapositive, mais vous aurez évidemment tous les éléments à votre disposition si vous le souhaitez. La première convention était adossée donc à des fiches actions qui étaient des feuilles de route. La deuxième convention, là, qui est maintenant finalisée, dont je viens de parler, est organisée autour de 3 axes centraux que nous allons vous présenter rapidement avec Catherine, qui sont aussi associés à des actions précises. Merci Véronique, on va les reprendre progressivement, mais rapidement aussi. Quelques mots-clés pour... Bonjour à tous, veuillez m'excuser. Quelques mots-clés pour la présentation de ces grands axes de la Convention. Le rappel d'une visée résolument inclusive, le rappel de cette ambition et cet objectif qui doit nous animer, de scolarisation en milieu ordinaire évidemment. Dès le début de la Convention, un engagement des différentes institutions signataires sur l'exigence d'écoute, de participation dans toute la dynamique d'autodétermination et de pouvoir d'agir des jeunes concernés, des parents concernés. Autre mot-clé aussi, la prévention des ruptures de parcours, qui soit parcours de vie au sens large, parcours scolaire. Voilà, on est vraiment sur la globalité de la vie des enfants et des adolescents. Un mot-clé aussi, c'est la coopération. La première convention s'appelait Convention de coopération. La seconde s'appellera également ainsi. On est vraiment sur la construction d'une culture commune et d'un intermétier, comme disent certains. Et puis enfin, il faut rendre aussi lisibles les besoins des jeunes concernés, besoins des familles, de l'entourage, et puis aussi lisibilité des réponses qui sont apportées, afin aussi de pouvoir mesurer encore les écarts et les besoins qui sont mal couverts ou insuffisamment couverts. Le premier axe c'est un axe très politique ainsi que le deuxième. Le troisième, vous verrez, est un axe plus fonction support. Le premier axe a pour ambition donc de consolider l'accompagnement des parcours inclusifs de scolarisation avec les 4 grands champs que je viens d'exposer. Un premier champ sur la prise en compte des demandes de l'élève et de la famille. En particulier, on aura à cœur à développer l'écoute dans toutes les instances partenariales et de dialogue dans lesquelles se construisent les différents projets personnalisés des élèves. Et il s'agira aussi, en lien étroit avec toute la communauté éducative, le médico-social et les MDPH, de favoriser l'élaboration systématique de ces projets afin qu'il y ait une traçabilité et de les rendre le plus lisibles possible, notamment avec le déploiement du livret de parcours inclusif. Deuxième axe, c'est le repérage des besoins par l'ensemble des acteurs que je viens de citer et l'accès aux différentes ressources aussi qui contribuent à l'évaluation des besoins. Il s'agira donc de mobiliser les acteurs de la santé scolaire, les psychologues d'éducation nationale, les RASED et toutes les ressources du médico-social aussi. Et évidemment les ressources qui sont auprès des MDPH. Je tiens juste à citer peut-être la mise en œuvre des plateformes de coordination et d'orientation précoce 0-6 ans et prochainement 7-12 ans qui vont vraiment contribuer au repérage des besoins et venir appuyer l'éducation nationale notamment dans l'évaluation et le repérage des besoins des élèves. Sur la sécurisation des parcours, un des axes opérationnels et d'engagement des autorités signataires, ça va être le renfort toujours de l'étayage médico-social et sanitaire également en appui des parcours avec des possibilités de répit à offrir aux jeunes et aux familles, de repli éventuellement dans l'établissement médico-social et des interventions toujours, le plus possible directes dans les écoles. Donc on va renouveler notre objectif d'externalisation et donc d'ouverture des unités, des établissements médico-sociaux, IME, ITEP aussi, et on va favoriser leur fonctionnement en dispositif intégré en liaison évidemment médico-social, éducation nationale, MDPH. Sur le quatrième axe opérationnel de cet accompagnement des parcours inclusifs, il s'agira aussi de faire le lien évidemment avec le secteur de l'emploi, le secteur des adultes. L'école inclusive, c'est une fin en soi, en effet, c'est un accès au droit, mais il y a aussi l'accès à la qualification, à une formation et améliorer l'autonomie des adultes et l'accès à l'emploi. Donc on a des axes aussi et des engagements sur la promotion de la qualification des élèves et on aura à cœur de mesurer aussi la progression, on l'espère, en matière de qualification des élèves et mobiliser aussi tous les acteurs de l'orientation professionnelle. On signe en parallèle, comme les autres régions, il y a des plans régionaux d'insertion des travailleurs handicapés, donc on fait bien le lien entre cette convention
et le plan régional sous pilotage de l'ADRETS et de la préfecture qui nous lie aussi. Bien, donc très rapidement, je vais vous présenter le second axe que nous avons souhaité cibler sur le déploiement d'offres adaptées aux besoins spécifiques des élèves, avec une première entrée vraiment très importante à nos yeux, qui est de promouvoir avant tout l'accessibilité universelle. On va rejoindre les propos de Serge Thomaset, chercheur et universitaire de Clermont-Ferrand, qui indique que dans la dynamique d'une école inclusive, il faut progressivement passer d'une logique de compensation en privilégiant une logique d'accessibilité. Alors l'idée n'est pas d'oublier complètement la compensation, qui sera toujours évidemment nécessaire pour un certain nombre de situations, mais nous savons dans l'éducation nationale particulièrement que nous avons un véritable travail à faire et que ce travail, nous ne pouvons pas le faire seuls, que nous avons besoin de l'appui de nos partenaires du médico-social et du sanitaire aussi, bien entendu, pour améliorer la question de l'accessibilité pédagogique, de l'accessibilité didactique, bref, de faire en sorte que nos professeurs s'emparent de cette dimension-là dans leur manière d'enseigner. Ensuite, une fois que cet important axe de travail a été identifié, nous n'oublions pas pour autant que nous avons des enfants et des adolescents qui ont aussi des besoins particuliers, spécifiques, pour lesquels il existe certes des réponses qui peuvent être pensées comme universelles, mais qui peuvent être aussi excessivement spécifiques et ciblées. Alors, le deuxième axe que nous avons donc identifié concerne les élèves qui présentent des difficultés à expression comportementale. Aujourd'hui, dans l'école qui est la nôtre, et quand je parle d'école, je parle évidemment de tous les niveaux de l'école, que ce soit l'école du premier degré et celle du second degré, nous savons que ces élèves-là peuvent être excessivement sujets aux situations de rupture parce que nos équipes pédagogiques sont souvent en difficulté pour trouver les réponses adaptées à ces besoins particuliers. Et c'est vraiment un domaine où nous avons pleinement besoin de l'expertise des DITEP, des PCPE, des CESAD, des EMAS, pour accompagner les équipes à comprendre ce qui peut être à l'origine ou ce qui peut permettre d'améliorer certains comportements des enfants et des adolescents qui peuvent mettre à mal leur entrée ou leur poursuite d'apprentissage. Notre troisième axe concerne les enfants et adolescents en situation de polyhandicap. Dans le cadre des bilans que nous avons conduits dans la première convention ARS et Éducation nationale, avec l'appui très important et l'expertise du CREAI, nous avons pu bénéficier d'études qui ont montré que ce sont ces enfants et adolescents présentant des situations de polyhandicap qui ont souvent des difficultés d'accès à l'école ou même à des apprentissages. Donc là, on a vraiment un véritable chantier à conduire, déjà en identifiant les lieux où il convient d'installer des unités d'enseignement et comment faire en sorte que ces enfants aussi puissent bénéficier de parcours inclusifs de scolarisation. Ensuite, nous avons voulu ne pas négliger une particularité de certains enfants et adolescents qui présentent des troubles des fonctions sensorielles. Donc, il s'agit évidemment des enfants qui ont des troubles de la fonction auditive et les enfants et les adolescents qui ont des troubles de la fonction visuelle. Alors, nous avons dans notre région certains pôles ressources qui vont pouvoir alimenter la réflexion, mais l'idée étant vraiment de faire en sorte que toutes les parties du territoire peuvent avoir des réponses adaptées aux problématiques particulières de ces élèves. Et puis, le cinquième axe concernera le gros volume, on va dire, des enfants et adolescents présentant des troubles des neurodéveloppements, dont évidemment ceux qui ont un trouble du spectre autistique, pour lesquels les différents plans et stratégies ont déjà donné de nombreuses orientations, mais pour lesquels nous allons évidemment poursuivre les efforts en cherchant à initier aussi des dispositifs innovants et en les observant de près, bien entendu.
Il nous reste une toute petite minute, c'est possible? Allez, en une minute, Merci. les trois objectifs opérationnels sur lesquels nous nous engageons, c'est de poursuivre le développement des compétences et de soutenir tous les professionnels des différents secteurs qui sont engagés avec des plans de formation croisés et l'appui sur toutes les expertises du médico-social au sein de l'éducation nationale, les pôles ressources de circonscription, les professeurs ressources, les équipes mobiles d'appui à la scolarisation et l'ensemble du secteur médico-social, évidemment. Un deuxième objectif, c'est un peu l'open data, l'observation des besoins et des réponses qui existent avec la finalité de mesurer justement les écarts afin d'améliorer nos plans d'action. Donc vraiment structurer un tableau de bord avec toute la modestie quand même dont nous saurons faire preuve, mais rendre public, partager les données sur l'école inclusive, tant en termes de besoins des élèves que de réponses à apporter et adaptation de nos plans d'action en conséquence. Et puis enfin, il s'agit d'améliorer évidemment encore le pilotage de cette convention, de bien suivre et valoriser toutes les réalisations dans les territoires, de les faire connaître et de mettre au premier rang aussi de notre partenariat les collectivités territoriales qu'on n'a pas encore beaucoup citées mais qui sont vraiment au cœur du dispositif, les associations de familles et les élèves, les MDPH évidemment, l'enseignement supérieur, la DRET, je l'ai cité tout à l'heure, le secteur de l'emploi, et d'améliorer globalement la communication sur ce sujet et sur les réalisations. Et ben voilà, c'est une vraie minute, bravo. On peut applaudir nos deux intervenantes. Merci encore. Merci pour ce coup de projecteur. Oui, parce que les grands témoins sont dans les starting blocks, ils vont venir sur scène. On va faire connaissance en quelques minutes avec eux. Alors, on est avec 5 grands témoins, j'en ai compté 5. Lydie Laurent, Léo Morand, Nathalie Morand également, Jacques Maître, vous allez pouvoir venir sur scène, et Jacques Naudin. Ça fait 5 grands témoins, hommes et femmes, qui vont venir écouter, mettre peut-être leur grain de sel un peu dans nos échanges. Donc, on va voir un petit peu quelles sont leurs attentes en quelques minutes, là, maintenant. Et on les retrouvera à l'issue de nos travaux. Ce sera la toute dernière séquence, mercredi midi, entre midi et midi 30. Voilà, venez un petit peu au milieu de la scène, à la lumière. Vous allez pouvoir prendre des micros avec vous. Alors, Léo, venez par ici. C'est vous qui ouvrez le bal. Je vous laisse un micro là. Voilà, bienvenue. Est-ce qu'on a tout le monde, on a tout le monde avec nous? Je voulais commencer avec vous, Léo. Donc vous appelez Léo Morand. Je crois que vous avez à peu près 18 ans et demi. 18 ans exact. Oui, 18 ans et demi plus ou moins. Ouais, c'est ça. Approchez bien le micro, Léo, qu'on vous entende. Oui, c'est bon, fausse fatigue. Vous êtes en BTS informatique et numérique, c'est ça? C'est ça, c'est ça. En cours de formation. Oui, On- première année du coup. Ouais, ça se passe bien? Ça dépend de quelle matière on parle, mais les matières qui m'intéressent le plus, ça va. Bon, on est lundi. Vous n'êtes pas en cours aujourd'hui? J'ai eu l'autorisation de aussi bien les CP, la CPE de mon lycée aussi, et aussi mon professeur principal ont été très heureux d'apprendre que je me déplaçais pour cette Cette grande rencontre. conférence. Donc j'ai eu l'approbation de tout mon corps enseignant pour venir pour ces 3 journées. Bon, on signera le mot d'absence à 1500 tout à l'heure. Parfait, Donc vous séchez les cours, mais c'est pour la bonne cause. exactement. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces journées? Qu'est-ce que vous allez regarder de près? J'attends d'apprendre des choses, évidemment, vu que je suis un étudiant, mais aussi comment dire, de savoir ce qui m'attend en termes d'inclusivité pour après le BTS et aussi pour, même tout simplement pour l'alternance quand je serai en 2e année si je suis en alternance, ou même les stages, parce que quand on est en BTS, on doit faire des stages dans l'année, donc pour voir qu'est-ce qui m'attend en termes d'inclusivité, etc., etc. Bon, ben, vaste programme. On va demander à Nathalie Morand, que vous connaissez bien, c'est votre maman. C'est la mienne, donc oui, c'est Voilà. normal. Alors, vous Bonjour. connaissez, quand on parle d'école inclusive, Nathalie, vous, c'est en tant que parent, puis aussi en tant que professionnel. Vous avez été à ESH à une époque, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc je suis la maman de Léo. Donc nous venons de Grenoble, nous habitons à côté de Sassenage. Alors je connais très bien parce que donc, Léo a 18 ans et ça fait 18 ans que je pratique le handicap. Les choses ne sont pas simples, tant sur le point de vue de l'école que professionnellement. J'ai donc été amenée à revoir mes ambitions professionnelles et je suis devenue AESH pendant 8 ans.
Et c'est de l'histoire ancienne, hein. Vous êtes... Alors, pas si ancienne, parce que je viens juste de changer de métier. Je travaille au Greta et je suis voilà, en tant que responsable administrative et financière. Donc, mais j'ai apprécié mes 8 années en tant qu'AESH pour mon accompagnement auprès des élèves. Par contre, la situation pour les AESH est très compliquée et c'est pas aussi rose que ce qu'on voit sur le papier. Quelles sont vos attentes à vous sur ces 3 journées ? Les applaudissements, c'est clairement lié à ce que vous venez de dire, hein. Ouais, je crois. On y reviendra. Moi, ce que j'attends, c'est que j'espère qu'on va voir qu'un jour, la réalité va rejoindre le rêve, parce que pour moi, c'est encore un petit peu du rêve, même s'il y a quand même des choses beaucoup de choses ont évolué. Mon fils est né en 2005, avec la loi de l'inclusion. Donc je l'ai vécu, il est en BTS aujourd'hui, donc c'est une vraie réussite, parce qu'il a quand même beaucoup de problématiques. Mais il y a quand même, ça a été quand même beaucoup de montagnes russes, des grandes joies, mais d'énormes déceptions. Donc voilà, et puis voilà, j'espère, j'ai beaucoup d'espoir. Et j'aurais aimé effectivement qu'il y ait des représentants du gouvernement qui se déplacent quand même pour venir écouter et pour venir voir sur le terrain ce que c'est, parce que voilà, de toute façon, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Donc c'est eux qui amènent l'argent et il faut absolument former ces AESH. Il faut absolument avoir du monde, parce que ces élèves, c'est bien de les inclure dans l'école, mais il faut qu'ils soient inclus d'une manière, comment dire, il faut qu'ils soient inclus avec des professionnels, des vrais professionnels. Enfin, c'est pas que c'est pas des formés. Voilà, formés. des professionnels formés. Oui. Et parce que sinon, on arrive à des situations très très délicates. Voilà. Mais les autorités ont des yeux et des oreilles, donc voilà, les infos remonteront des journées. J'espère. Je suis d'une nature hyper optimiste, donc du coup, on va dire que ça va le faire, quoi. Et puis merci pour votre accueil, en tout cas. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. On prolonge avec Lydie Laurent, voilà. Lydie Laurent, vous aussi, Bonjour. vous avez plusieurs casquettes, Madame Laurent. Vous êtes parent, voilà, mais vous êtes également fondatrice du réseau Epsilon à l'école. C'est quoi en quelques mots ce réseau ? Alors, c'est un réseau qui propose de la formation et de la supervision pour accompagner à la mise en place des recommandations de bonnes pratiques et au développement de l'école inclusive. Vous êtes attentive à plusieurs sujets, notamment la question de la pérédance ou de la guidance parentale, c'est ça ? Oui, alors déjà aussi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, avec vous tous. Je pense qu'on est tous réunis, on est des conspirateurs positifs d'un monde meilleur pour aller vers cette école inclusive, faire ce chemin. Voilà, je pense que c'est... Et du coup, pour aller vers ce chemin, oui, j'ai 2 choses que je regarde particulièrement. C'est cette coopération avec les familles, donc la guidance parentale, et un deuxième regard aussi sur l'éducation basée sur les données probantes pour qu'elle nous éclaire, que ce soit pas dogmatique, mais qu'elle nous éclaire et qu'on aille vers, comme on l'a dit, vers plus de qualité. Parce que je pense que cette école inclusive, voilà, on a vu, c'est pas facile, on a envie d'y aller. Voilà, si moi, mon fils est né en 2000, et si je regarde depuis 2000, on a fait quand même beaucoup de chemin, mais c'est sûr que quand on est concerné, c'est jamais assez. Voilà. Et voilà. Donc du coup, ce que j'ai envie de vivre ici pendant 3 jours, c'est de se retrouver avec plein de conspirateurs positifs, qu'on célèbre aussi tous les petits pas déjà faits, même si c'est pas encore suffisant, parce que il faut avoir de l'énergie pour continuer, et qu'on identifie les meilleurs pas supplémentaires à faire pour aller vers une meilleure école pour tous. Et si je fais un vœu, c'est le jour où je serai grand-mère, face à des enfants qui me disent « mais avant, il y a des enfants en situation de handicap qui ne pouvaient pas aller à l'école et que ces enfants ne me croient pas ». Comme j'ai du mal à croire quand mes grands-mères me disaient que les garçons et les filles ne pouvaient pas aller à l'école ensemble. Oui. Donc voilà, ce que j'aimerais, c'est de tendre vers ça. Et dans ce cas-là, je me dirais que dans ma carrière, dans ma vie de maman, j'aurais participé à ce mouvement, et j'espère qu'on va pouvoir tous continuer ensemble, en tout cas sur le chemin de l'école inclusive, parce que je pense qu'on est sur le chemin et qu'il faut continuer. Merci beaucoup pour ce vœu et ce plaidoyer. Merci.
Alors, quatrième grand témoin, c'est Jacques Maître. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Voilà, donc il y a deux Jacques, il y a Jacques Maître et Jacques Naudin. On précise que ce n'est pas dans les consignes, hein. On peut s'appeler autrement hein, quand on est président. Un Jacques peut en cacher un autre. Voilà, c'est ça. Vous êtes enseignant documentaliste dans un collège de Dijon. Exactement, oui. J'opère ce très beau métier avec bonheur depuis plusieurs années. C'est un rôle très transversal au sein des équipes éducatives dans un collège de l'Académie de Dijon. Oui. Et vous êtes coprésident du CREAI Bourgogne-Franche-Comté. De manière tout à fait parallèle et concomitante, oui, depuis janvier dernier, ce qui est d'ailleurs une première à échelle nationale et historique. Alors, Léo est né en 2005, vous, c'est en 82, je le dis, hein, je trahis les secrets. Donc, oui. Vous êtes dans une autre génération. Effectivement, oui. Léo, je suis un tout petit peu plus âgé que toi à l'époque. Effectivement, la notion d'école inclusive n'apparaissait pas encore. On parlait d'une génération pilote. Alors, cette dimension pilote, aujourd'hui, on la qualifie d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Et c'est en particulier autour de cette notion que je serai vigilant. L'émotion me prend, vous êtes nombreux, c'est saisissant. Lorsque, dans ce geste enseignant, dans cette longue histoire d'amour avec l'école, j'accueille les élèves, je n'observe et ne partage des expériences qu'avec des élèves à besoins éducatifs particuliers, avec des singularités. Or, la question justement à laquelle je serai vigilant, c'est de savoir comment concilier justement cet accompagnement personnalisé et la massification scolaire. Voilà, merci beaucoup. Et quand vous dites que vous n'avez affaire qu'à des élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est l'ensemble des élèves, c'est ça hein? Tout individu, toute sensibilité, toute intelligence a pleinement sa place de droit au sein de notre école. L'école ne peut s'imaginer autrement qu'ouverte. Et la question est bien de savoir comment l'ouvrir pleinement et ouvrir toutes les sensibilités à leur place de plein droit au monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on boucle ce tour d'horizon avec Jacques Naudin. Alors, c'est vous, le Jacques dont la ministre, Madame Khattabi, parle. Elle vous appelle par son prénom, par votre prénom à vous. Vous êtes donc président de la Fédération nationale des CREAI. À quoi vous pensez, là, en arrivant au début de ces journées nationales? D'abord, moi, je pourrais être le grand-père de Léo, puisque je dois être le plus ancien des 5, là. Moi, quand je viens ici, en définitive, d'abord, ce que j'aurais envie, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de l'éducation nationale, ce qui est bien. Moi, ce que j'ai envie, c'est que le secteur médico-social fasse savoir aussi ce qu'il fait, ce qu'il a fait pour l'accueil des enfants, ce qu'il a fait dans la pédagogie, dans la bientraitance, dans l'accompagnement. C'est capital aussi qu'on ait bien, oui, pendant ces 3 jours, l'image du médico-social. Il n'y a pas que l'éducation nationale avec ses interrogations, il y a aussi le médico-social qui, depuis des années, fait du travail en direction des enfants, qui a permis une partie d'intégration des enfants, qui a lutté contre l'exclusion des enfants. Alors oui, il faut aller vers l'école. Oui, l'école doit accueillir tous les enfants. Mais je pense qu'il y a obligatoirement un lien entre le médico-social et l'éducation nationale. Et je crois que ça, c'est des jours très, très importants. Après, alors vous savez, moi j'ai l'habitude, on m'a restreint, hein, je vous le dis. Oui, alors je peux tenir à peu près 1h30 en discours. Alors, donc on ne l'a pas, l'heure et demie, monsieur Naudin. J'ai noté sur mes fiches. J'ai pas fini. Moi, ce que je voudrais aussi, c'est qu'on ait une attention particulière, parce qu'on n'en a pas parlé encore depuis tout à l'heure. On n'a pas parlé des gamins de l'ASE et de ceux qui ont une double vulnérabilité. Je souhaiterais que pendant ces jours, on parle de ces gamins qui ont la double vulnérabilité. Ceux qui sont de l'ASE et qui sont handicapés. Je pense que nous avons là quelque chose à dire et à faire entre le rôle de l'éducation nationale et du médico-social. C'est capital dans la période. Capital dans la période, je vous le dis, que ces gamins-là soient accompagnés et soient pris aussi en charge par l'école. Troisième chose que j'aimerais, c'est que vous puissiez à un moment donné nous dire des choses, quoi. Nous interpeller,
nous dire vos craintes, vos envies, ce qui va pas. Moi, j'ai déjà, vous savez, en écoutant ce que j'ai entendu tout à l'heure, comme je serai grand témoin à la fin, déjà des interrogations, hein, je vous le dis. J'ai des choses à dire, j'ai entendu, je voudrais qu'on aille plus loin dans certaines choses. Et je crois que c'est vous qui êtes les moteurs. Hein, moi, je regrette aussi que le ministre ne soit pas venu, vu le nombre de débats que j'ai eus avec son cabinet, mais ce n'est pas ça qui est important. Certes, c'est dommage, mais ce qui est important, c'est ce que vous allez nous dire, ce que vous allez faire ressortir de ce qui est de vos innovations, de ce qui va bien sur le terrain, mais aussi de ce que vous attendez, de ce que vous souhaitez, de ce qu'il faut améliorer. Croyez-moi, on sera les haut-parleurs après. On sera les haut-parleurs. On sera capable de dire à des moments donnés, voilà ce qui, pendant ces journées, ce qui est ressorti. Voilà sur quoi il faut mettre l'accent. Moi, je suis très heureux qu'il y ait le représentant du Portugal qui vienne parler. Parce que chaque fois qu'on va au ministère, on dit pourquoi d'autres pays sont capables d'avoir intégré les gamins à l'école, que ce soit le Portugal, l'Italie. Pourquoi ils ont réussi à un moment donné? Quelles sont les difficultés que nous rencontrons? Et ces difficultés, comment on peut les changer ensemble? Vous êtes les moteurs du changement. Et si vous ne faites pas ça, si nous ne sommes pas les moteurs du changement, nous aurons des difficultés pour construire la société inclusive. L'objectif, c'est bien cette société, ce changement de regard, ce changement de société. C'est un changement de société profond que nous demandons pour que toutes les personnes qui sont en situation de handicap soient reconnues comme des citoyens à part entière avec leurs droits qui soient reconnus dans ce pays. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Nodin. Voilà. Je vous libère. On se retrouve mercredi, au plus tard, hein, mercredi à midi pour avoir un tour d'horizon de votre ressenti. Merci beaucoup. Oui, on a besoin des micros, en effet.